C'est à Buissoncourt que je fis connaissance avec les premiers éclatements d'obus. Je n'insisterai pas sur ce sujet, parce qu'à mon avis c'est un sujet peu décent, et pour bien goûter la saveur d'un 105, ou de tel autre calibre qu'il plaira, il faut en vérité se trouver à proximité. La chaleur de ce mois de septembre dépassait les prévisions les plus optimistes, et les beaux vergers qui bordaient la route à la sortie des villages se gonflaient, s'épanouissaient dans le tranquille orgueil des fruits mûrs. Souvent, l'un de nous se baissait pour ramasser des quetches juteuses. On emplissait ses musettes et la sueur nous coulait le long du nez. Nous traversâmes la Moselle. Ces eaux vertes roulaient une multitude de poissons qui, le ventre en l'air, suivaient le cours de la rivière dans un désordre inexprimable. Nous n'avions jamais vu tant de poissons morts. C'était pour nous un phénomène inattendu et déconcertant. Personne ne trouva d'explication à ce mystère. Nous ne connaissions pas encore la grenade et ses applications pour la pêche. L'avis que les Allemands avaient empoisonné les eaux de la Moselle prévalut donc, faute de mieux. C'est un peu plus loin que nous aperçûmes pour la première fois des soldats qui avaient vu le feu. Toutes nos conceptions de civilisés sur le soldat s'évanouissaient en les détaillant. Les hommes n'avaient plus figure d'homme. Les balles se poursuivent comme des mouches imbéciles, les shrapnels éclatent très bas devant la figure, le soleil cuit les pantalons rouges étalés çà et là dans les betteraves, le long des ronciers, dans les rues, sur la route à la sortie du village, dans la direction de Neuvireuil. Les blessés éclaboussés de sang cherchent le poste de secours. Suivez la route, suivez la route. Une demi-compagnie se rassemble. On attend des copains. Les balles claquent dans les betteraves à côté de nous. Suivez la route, suivez la route. Au pas accéléré, plusieurs camarades et moi marchons droit devant nous. Nous laissons sur notre droite une petite ferme. La porte charretière est gardée par un artilleur sans tête, dont le sang forme une mare où ses deux mains baignent. Devant nous, à quelques mètres, la terre se soulève en petites clochettes de poussière. On nous tire dessus, il n'y a pas de doute. Nous courons sur une mitrailleuse qui nous fait face et nous arrose. Un camarade tombe, nous nous jetons dans le fossé et revenons sur nos pas jusqu'à la ferme maintenant pleine de soldats qui s'agitent, se poussent à droite et à gauche, s'insultent ou boivent à plein quart dans un baquet d'eau croupie. Une détonation épouvantable ébranle le bâtiment. Nous tombons à plat ventre, suffoqués par l'odeur de la poudre. 1 seconde, 2 secondes.
On entend le ronflement doux de la fusée qui passe et rentre en terre avec un bruit mat. Puis des tuiles, des poutres dégringolent une à une pluie de menus débris s'abat sur nous. Suis-moi, y a pas de temps à perdre. Abruti, je me relève, je reconnais Cyprien. Suis-moi, mon vieux, il ne faut pas rester ici une minute. Voilà la direction qu'on doit prendre. Nous sortons de la ferme où d'autres soldats s'entassent et nous partons à travers champs. Les betteraves feuillues entravent la marche. Les cartouchières brisent les reins. Le sac m'étrangle. À droite et à gauche, les shrapnels de mieux en mieux placés éclatent. On se couche, on se relève. Le sang bat dans les tempes et la figure est en feu. Un soldat devant moi que je ne reconnais pas lève les bras au ciel, lâche son fusil et s'abat, la tête en avant. Tout le monde a conscience maintenant de ce que fut la défensive durant la période des tranchées. Avant l'attaque de mai, après celle de décembre, nous ne connûmes que des actions de tâtonnement assez peu importantes. Mais nous connûmes d'autres tourments. La boue, traîtreusement, patiemment, préparait son attaque brusquée. Tout d'un coup, en effet, nous nous aperçûmes que cette bouillasse gluante, qui déshonorait les vêtements en recouvrant le paysage où nous pataugions, montait chaque jour à l'assaut de tout comme une marée puissante, irrésistible. La boue déferla d'un seul coup, de l'Isère aux Vosges, à nous faire croire que les digues qui maintenaient, on ne sait où, toutes les boues de la terre venaient de crever subitement dans une sorte de malfaisance grossière qui sentait la genèse du monde. Cette boue homicide comblait les puisards, retombait en nappes sirupeuses dans les abris. Elle enduisait chaque objet d'une croûte molle et le paysage tout entier se plongeait dans son bain fétide, de même qu'une rouelle de pommes dans la pâte à beignets. La nourriture ne pouvait plus être protégée. La boue recouvrait le pain, se mêlait au riz, aux nouilles. Nos mains ne pouvaient plus se débarrasser de cette colle couleur de café au lait. Dans certaines sappes, au bout de la tranchée des pylônes, on vaquait à ses occupations avec de la boue jusqu'aux genoux. La rentrée d'un régiment à son cantonnement refusait toute description. Les soldats saturés de boue, qui en séchant les revêtaient d'une carapace dure et lisse, marchaient lentement, le bâton à la main, le visage dissimulé sous des lainages informes plus imbibés d'eau que des éponges. La pluie ne cessait de tomber. Sa ténacité semblait incroyable. Elle suivait les compagnies jusqu'au cantonnement et coulait goutte à travers les tuiles cassées des granges qui servaient de gîte. Cette pluie de l'Artois qui inondait tout, la scarpe exceptée, est inséparable de la vision normale qu'on doit se faire d'une tranchée. Nous avons passé devant l'arbre en boule, car c'était un arbre en boule sur les cartes d'état-major. À nos pieds, la perdrix grise venait chercher un abri entre deux bardanes et quelques boutons d'or. Aujourd'hui, cet arbre est comme un juif martyrisé, et le boyau commence à ses pieds, le boyau conduisant vers le verger nocturne, où les fusées lumineuses crèvent comme des fruits trop mûrs. Attention aux filles, faites passer. Quelle compagnie, quel régiment, ça ne suit pas maintenant. C'est ici qu'on va tous se faire bousiller. Attention aux filles,
Faites passer. Les pieds enfoncent dans la boue et l'on marche sur des yeux qui sortent de terre. À la porte des cagnats creusés dans les parois du boyau, derrière une toile de tente, la flamme d'une bougie frétille. Et le soldat ne voit que ses pieds, car la boue le restitue à l'image de ce qu'il fut quand il n'était pas un homme, mais de la matière, n'ayant pas vécu. Attention filles, faites passer. Quelle compagnie, quel régiment, ça ne suit pas maintenant. C'est ici qu'on va tous se faire bousiller. Attention filles, faites passer. Voici le poste d'écoute et l'emplacement de la mitrailleuse, le PC du commandant et celui du capitaine de la 7e division. L'abri caverne est démeublé de ses bidons. Prenons nos habitudes, et pour 8 jours, garçons, à dormir éternellement pendant 8 jours. Et ne pas bouger de ce trou merveilleux. Enlever ses brodequins et gratter la peau de ses pieds avec le couteau de l'armée suisse. Se libérer de la chemise tassée sous l'équipement et du caleçon spongieux, glissant sur les jarrets malgré la culotte bleue à passe-poil jonquille. C'est ici que la 7e compagnie s'est enterrée avant sa mort sur les hauteurs de Givenchy. C'est ici que la 7e compagnie s'est enterrée avant sa mort. Attention filles, faites passer. Quand les 3 vagues d'infanterie eurent disparu derrière les fils de fer barbelés des ouvrages de l'ennemi, il se fit un grand silence. Le canon s'était tu. Une mitrailleuse à cadence lente troubla pendant quelques secondes la tranquillité spécieuse de ce soir de bataille, et tout à coup le bruit courut dans les réserves attentives près des banquettes d'accès. Le 125 est pris. On a le 125. C'est ainsi qu'avec la chute d'un beau jour, la chute du bois 125 devint, par l'effet de 700 vrais soldats, d'un colonel solide et d'un jeune commandant aimé de ses hommes, un événement historique. Plus tard, il sera justement honorable pour ceux dont la destinée sera clémente de dire « J'étais là quand le lieutenant Avril entraîna sa compagnie à l'assaut et la nuque traversée par une balle organisa son secteur sagement, patiemment, avant de se remettre aux mains des majors. » Quand nous fûmes dans les tranchées allemandes, un étrange malaise nous étreignit. La pluie commençait à tomber. La curieuse sensation de n'être pas chez nous, dans ces boyaux étroits, nous faisait hésiter au seuil des guitoux où nous devions passer la nuit. L'ouvrage ennemi, construit en sacs de terre avec ses ruelles tortueuses, s'élevait comme une ville de cauchemar. Ils étaient 3 morts, 3 grenadiers badois, couchés côte à côte sur le bas-flanc d'une de ces cellules en planches diversement peintes,
comme des fumeurs d'opium allongés sur leurs nattes. Leurs yeux dilatés et leur bouche affreusement ouverte indiquaient la suffocation, la rapide horreur d'un éclatement de 75. La lueur rose du crépuscule éclairait encore sur les murs du taudis des pages découpées dans des journaux de mode qui représentaient des photographies de filles élégantes. Et par terre, sur la paille nauséabonde, c'était l'éternel fouillis des sacs en peau de vache éventrée, des trousses de chargeurs, des boîtes de conserve vides, des toiles de tente tachées de sang épais. Mais déjà, dans le boyau conquis, les cuistots s'inquiétaient de la route à suivre pour porter la soupe aux premières lignes, et les agents de liaison fonçaient dans la nuit. Quand nous eûmes occupé le 125, les Allemands hissèrent le drapeau blanc sur une maison de Carency qui restera toujours dans notre mémoire. Nous étions tous debout sur les tranchées et une clameur formidable s'éleva vers le ciel quand les prisonniers, les mains en l'air, arrivèrent par groupes remontant dans la direction des tranchées de la Meule Noire. Carency, que nous tenions depuis de longs mois, s'ouvrait à notre curiosité avide. Les animaux entrèrent dans la guerre de 1914-1918 tout naturellement. Les uns parce qu'ils étaient nos auxiliaires, et les autres, les charognards, parce qu'ils devaient en profiter. La plupart des bêtes doivent penser que le contact de l'homme ne leur apporte rien de bon. Ils ont en somme raison. Si l'homme ne les tue pas pour sa nourriture ou son plaisir, il les associe à sa fortune, qui souvent aboutit au même résultat. C'est ainsi qu'en 1914, les animaux furent mobilisés selon les services qu'ils pouvaient rendre. Il y eut des animaux qui appartenaient à l'active, d'autres à la réserve et d'autres à la territoriale. Chevaux, mulets, chiens et pigeons avaient déjà, bien avant la guerre, été incorporés dans les services réguliers de l'armée. Ils faisaient partie du bataillon, de la batterie, de l'escadron. Ils vivaient à la caserne et obéissaient adroitement aux sonneries de quartier. Certains, comme les chiens errants adoptés par l'infanterie, reconnaissaient au passage et leur bataillon et leur compagnie. Ce n'étaient souvent que de pauvres roquets,
d'une intelligence exceptionnelle. Ils moururent au feu, dans une attitude qui ne manquait pas de noblesse. Bataillon, qui fut un petit chien jaune adopté par une compagnie de mon régiment dans un village de l'Artois, mourut à Villers-aux-Bois en chargeant contre les obus, selon une habitude qui devait lui être funeste. Un autre nommé Bigoudi fut tué par une balle qui, je l'espère, était une balle perdue, comme il grattait la terre d'un parapet de tranchée afin d'en extraire un rat qui le narguait. Au milieu de cette dévastation absolue, les cadavres des animaux morts en service commandé tenaient une place désolante. Nous gardons tous, dans notre mémoire, les images macabres de ce temps. Les chevaux éventrés, les chevaux errants et fous furent l'élément le plus sinistre de ce cauchemar. Quelques-uns, au début de la guerre, galopaient sans cavalier dans la nuit lorraine. Émile Zola a très précisément décrit ce petit détail d'un soir de bataille dans son livre « La débâcle ». Ces chevaux de régiment étaient de très braves bêtes qui aimaient souvent l'homme d'un amour incompréhensible et se laissaient enivrer par les fanfares éclatantes des trompettes. Des hommes, il faut l'avouer, leur rendirent cette affection et pleurèrent leur mort comme celle d'un camarade d'armes. Nos auxiliaires, frères inférieurs, furent nombreux. À côté des chevaux que l'on désignait familièrement sous le nom de canassons, gailles et bourrins, il y eut les mulets, les brels comme les appelaient les soldats de l'armée d'Afrique. Ils étaient voués aux compagnies de mitrailleuses et portaient philosophiquement leurs charges réglementaires et leurs méditations. C'étaient eux aussi des camarades grognons et consciencieux. Ils mâchaient amèrement leurs pitance attachés à la corde dans des cantonnements désastreux, les pieds dans la boue, les chines ratatinées sous la pluie. Ils remuaient leurs longues oreilles pour tâcher d'entendre les bruits annonciateurs de la mort. Ils furent de nobles guerriers, comme le furent les chiens, les grands bergers français, d'une intelligence pleine de tact et d'un dévouement sans limite. Ils connaissaient toutes les angoisses de la tranchée et, si l'on veut, le repos du cantonnement. Les soldats les respectaient car ces chiens provoquaient le respect. Ils apparaissaient comme des professionnels, des spécialistes qui connaissaient parfaitement leur métier. Ils assuraient parfois la liaison, franchissaient les tirs de barrage, menaient à bien leur mission et souvent demeuraient dans le bled, terrassés par une balle ou un éclat d'obus. Ces chiens étaient graves et fiers. Ils ne connaissaient que leur maître, celui qui les nourrissait et savait dire la bonne parole de récompense et d'apaisement. Ils se montraient silencieux et paraissaient apprécier la valeur de certaines disciplines. À côté de ces grands chiens mobilisés et dressés, il y avait les indépendants, des soldats de fortune, de sympathiques voyous recrutés au hasard des cantonnements. Ils appartenaient à toutes les races, naturellement abâtardés, faux bassets, corneaux, faux fox, faux papillons, faux caniches et faux bergers. Ils tenaient leur conciliabule près des cuisines roulantes, à l'abri d'une ruine ou d'un bois déchiqueté. Quelquefois, un petit chat miaulant et familier apparaissait au détour d'une sape, à la porte d'un abri boueux dont les occupants le passaient en consigne à ceux qui venaient les relever. Ces petites bêtes semblaient vivre à l'aise dans la tourmente. Nées entre deux éclatements d'obus, elles semblaient considérer cet ordre de choses comme l'état normal de la nature,
Un jour ou une nuit, il disparaissait, anéanti dans une catastrophe qu'il ne pouvait pas prévoir. Les hommes, attentifs à s'entretuer, protégeaient du mieux qu'ils le pouvaient ces petites bêtes tendres et gracieuses. Les plus durs s'amollissaient devant elles, et leur présence savait émouvoir au-delà des mots que les hommes utilisaient pour les flatter. Il en fut d'autres à qui le cataclysme devint profitable, et qui surent s'organiser dans la guerre en profiteurs, également à l'image des hommes. Les rats et les corbeaux furent ces profiteurs de la guerre, sans compter les infiniment petits dont il est inutile de parler. Les corbeaux et les rats se disputèrent le champ de bataille de la Ouèvre et les cantonnements de l'Argonne. Les premiers trouvaient devant vous leur abominable provende. Ils accomplissaient leur besogne sans cri rauque, comme des maraudeurs éhontés et des pilleurs de cadavres. Freux, choucas, corneilles et corbeaux se donnèrent rendez-vous devant Verdun. Ils guettaient silencieusement dans les bois dévastés ou dans les ruines des villages, aujourd'hui abolis. On ne les approchait point. Les rats, leurs compères, devinrent tout au contraire d'une familiarité presque méprisante. Ils rôdaient le jour le long des fossés marécageux de Verdun, près de la Porte-Neuve, alléchés par l'odeur de pain cuit qui venait de l'écoute de la manutention. Leur insolence ne connaissait point de bornes, et leur astucieuse perversité en faisait des démons exaspérants. Ils possédaient les landes désolées autour du bois des Corps, les fissures des carrières d'Audremont, les tranchées sanglantes, les abris puants et les maisons en ruine des cantonnements. Ils étaient gras comme l'image classique des propriétaires et témoignaient leur satisfaction par des jeux bruyants et lubriques. Leur effronterie ne connaissait pas de limite. Ils se nichaient sous les couvertures. On les pourchassait à coups de brodequins, de balais, de bâtons et de baïonnettes. Les fox terriers leur donnaient la chasse et les alignaient devant les granges de Bellerupe, les reins brisés, ronds comme des balles. Tous les secteurs connurent la grande offensive des rats. Ils s'échappaient de toutes les légendes et de tous les contes fantastiques vosgiens ou rhénans. Rien n'est plus ignoble que le rat et la familiarité qu'il affiche. Le souvenir des rats est étroitement lié à mes souvenirs de l'Artois et de Verdun. On ne peut parler de la guerre ou écrire sur ce sujet sans leur donner la place qu'ils méritent et qu'ils estiment peut-être glorieuse dans leurs réunions publiques. Aux abords de Verdun bouleversé,
Nous vivions tous dans le brouillard perfide de la misère physique et de l'anesthésie morale. Nous nous chamaillions entre nous lorsque nous avions bu, et nous chantions comme de sombres forcenés des chansons sentimentales de Paris, l'hommage aux filles populaires, la glorification des voyous et l'abdication de l'intelligence. Dans ce paysage de brume, j'aperçois cependant les détails d'une image dont je ne parviens pas à préciser la signification. Il s'agit d'une compagnie de mitrailleurs de brigade à laquelle j'appartenais. Une curieuse équipe de soldats sans visage. Au retour de Fleury, je ne sais comment, un tonneau se trouva installé en plein air au milieu des hommes surexcités, fiévreux et dangereusement loquaces. Ce fut comme un cauchemar. Est-ce vrai ? Est-ce une hallucination créée par les sinistres légendes d'un Verdun où l'on vendait, peut-être, de la chair de gendarmes accrochés aux crocs de boucherie de la rue Mazel ? Il m'est impossible de savoir quelle part de réalité peut entrer dans cette étrange assemblée de soldats décharnés. 2 mitrailleurs, nus jusqu'à la ceinture, se battaient au couteau au pied des remparts. Les obus touchaient terre dans un bruit mou. L'alcool nous isolait de la réalité réglementaire. Nous vivions d'ailleurs dans une atmosphère de cauchemar à la fois primitif et savant. On imaginait un spectacle qui ressemblait à une vengeance, à l'assouvissement d'une de ces nombreuses haines qui nous dévoraient vivants. 15 jours plus tard, il nous était impossible de ne pas croire à la réalité de ces inventions fantastiques. Nous vécûmes longtemps sur l'idée des gendarmes assassinés. De raconter cette histoire nous emplissait le cœur d'une satisfaction puérile. Nous pensions avoir vu les cadavres coiffés du casque à grenades blanches suspendus derrière les grilles rouges. En vérité, nous vivions dans le dérèglement de notre imagination et dans une atmosphère monstrueuse de sang et de meurtre. Pendant près d'1 mois devant Verdun, nous fûmes en proie au délire. L'ami ne reconnaissait plus l'ami et nous avions rompu tous les ponts entre l'arrière et notre personnalité. Nous émergions de terre à heure fixe, comme des taupes agressives, où nous rentrions dans les caves du cantonnement, comme des ombres titubantes. Le garde-voie, un rêve d'une marche de nuit immobile, appuyé sur son fusil Remington. Il rêve en remuant les pieds, le nez et la peau du front. Il rêve d'une marche immobile dans la nuit rayée comme une glace par des coups de sifflet. Il chante en dormant les chansons de marche immobile. Non, je n'aurai pas les tétons de Marie-Madeleine, je n'aurai pas le cotillon de Margot, je ne manierai pas les tétons, je ne manierai pas les joyeux tétons de Marie-Madeleine. Non, 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 je n'aurai pas les tétons de Marie-Madeleine, je n'aurai pas le cotillon de Margot, je ne manierai pas les tétons, je ne manierai pas les joyeux tétons de Marie-Madeleine.
mais je deviendrai aiguilleur sur la voie lactée numéro 7. Ou peut-être encore une corbeille à papier et à pitié en bordure de la voie numéro 7 pour les trains de la classe 16 et la chanson de la locomotive. Assieds-toi, mon enfant. Évite avec soin de froisser ta petite queue vermiforme. Un rat sans queue, disait mon père, c'est comme un gigot sans manche. Je ne te retiens pas aujourd'hui pour le plaisir de te déplaire. Il est simplement nécessaire que je te communique l'expérience que j'ai acquise et que tu ne tarderas pas à acquérir toi-même par ces temps de guerre implacables. Quand tu étais encore un bébé, tu suivais le dernier de la file, ton père, ta mère et tes frères aînés. Tes frères aînés sont maintenant dans les tranchées, le long du chemin de fer, et si je t'ai gardé près de moi, c'est que je ne voulais pas te lancer dans l'aventure sans te protéger contre l'ennemi. Lorsque tu n'auras rien à faire dans la journée, et je te conseille même de prélever quelques heures pour cela, choisis un trou qui puisse constituer une retraite inviolable. Je t'en indiquerai. De cet observatoire, tu pourras étudier à ton aise la structure, la force, la faiblesse et les habitudes de l'homme. Et c'est ainsi que tu t'apercevras des défauts de sa cuirasse et que tu comprendras les moyens de le combattre avec avantage. Tu verras que notre petitesse est l'essence même de notre puissance. L'homme est beaucoup trop grand, beaucoup trop fort pour s'attaquer à nous. Il ne peut pas discipliner ses mouvements et les mettre à l'échelle de notre effort qui, par sa disproportion avec le sien, le rend peu à peu inoffensif. Exemple, tu peux très facilement lui mordre un doigt de pied, et lui-même ne peut pas mordre un des tiens. Ses formes imposantes l'exposent comme une cible à notre adresse, cependant que notre faible corpulence nous permet d'éviter les effets de la sienne. La nuit, quand il dort, tu peux chauffer tes pattes sous sa couverture, et lui ne pourrait en faire autant, même par 50 degrés au-dessous de zéro. Tu peux voler sa nourriture et lui ne peut voler la tienne. Tu n'as donc pas besoin de la mettre sous clé. Le moindre trou t'offre un abri contre sa poursuite, car sa taille l'empêche de te suivre dans le mystère des vieux murs. N'envisage donc pas l'homme comme un être de ta force et de ton intelligence, mais plutôt comme un cataclysme, phénomène de la nature. Il n'est dangereux qu'à la manière d'une montagne qui s'écroule, d'une maison qui s'effondre. La nature est faite de ces calamités, et ses desseins sont impénétrables. Si tu considères l'homme sous cet aspect, il faut te défendre contre lui en opposant les ressources de ton intelligence aux effets de sa force fatale. Si tu le considères comme un être raisonnable, c'est-à-dire capable de commander à ses actes, il faut avoir pitié de lui, car c'est un pauvre géant sans malice, et il ne serait pas charitable de ta part d'exagérer les mauvaises plaisanteries à son égard. L'homme, mon cher garçon, est de tous les êtres vivants
le plus facile à déconcerter. Voilà le point sensible où le bas blesse. Une éducation tendancieuse et beaucoup trop restreinte lui donne, dès l'adolescence, une confiance exagérée dans ses facultés, sa puissance et son adresse. Avec un peu plus d'air dans le gourbi de son imagination, il pourrait devenir dangereux. Mais son aveugle présomption le perd, et nous devons contribuer à entretenir cette présomption en simulant la peur à son aspect. Quand un homme te poursuivra, sauve-toi d'abord devant lui. Cours à droite et à gauche, manifeste tous les signes de la terreur la plus abjecte. Même si tu aperçois l'ouverture de la caverne libératrice, ne te presse pas de t'y réfugier. Laisse ton cœur battre violemment, qu'il voie tes flancs palpiter, et alors, quand tu le sentiras prêt à bondir sur toi ou sur le point de lancer son bâton, fais demi-tour, fonce hardiment sur lui. La stupéfaction le laissera pantois. Ses gestes désordonnés pour t'atteindre deviendront dangereux pour lui-même. Il menacera de s'éborgner avec son arme, et toi, mon raton, tu passeras vivement entre ses jambes. Dans l'avenir, tu pourras encore le prendre au même piège. Le procédé triomphera tant que tu vivras et que cet homme vivra. Le truc du demi-tour avec la marche en avant était bien connu de ton grand-père, avant qu'il ne fût mangé par un chien jaune. Ah, pour celui-là, le chien, qu'il soit jaune, vert ou rouge, il faut éviter la race campagne avec lui. Laisse-le gratter devant ton trou et ne t'émeus pas de ses gémissements plaintifs. Il s'usera les pattes contre la terre, et malgré son agitation hystériforme, ne tardera pas à laisser la partie pour s'occuper d'un autre sujet. En dehors de ta caverne, je ne te conseille pas de rencontrer cette bête insupportable. Il te briserait les reins d'un coup de dent et t'étendrait, encore chaud, devant les pieds d'un de ses maîtres à casque bleu. Je te recommande donc de ne pas agir avec le chien comme tu dois agir avec l'homme. Il faut séduire le chien par l'appât du gain. Desserre les cordons de ta bourse, graisse-lui la patte, et tu obtiendras de sa bonne volonté le libre exercice de tes fantaisies. Ton grand-père méconnut ce principe. Il expia chèrement son ignorance du râtier. Pour moi, je connais tous les chiens du voisinage. J'ai toujours un mot aimable à leur adresser. Ils sont très sensibles à la flatterie, et plus ils sont bas sur pattes, plus ils sont vaniteux. J'ai toujours soin de voler quelques bons morceaux que j'ajoute discrètement à leur pâté. J'ai pour les chiots des attentions de vieil oncle, et pour les lys, les galanteries cérémonieuses du plus délicat de tous les roués. Je ne crains rien dans leur voisinage, et même je ne rougis pas d'avouer que j'ai de charmants amis parmi ceux de leur race. Il arrive quelquefois, tant il est bon de donner le change à l'homme et de le bercer dans ses préjugés, il arrive parfois que je demande au chien de me donner la chasse, histoire de dégourdir mes pattes et de prolonger cette bonne blague protectrice de ma liberté. Les chiens me poursuivent, donnent de la voix, excités par les cris des hommes, les « Hurrah, hurrah !» Ça dure une demi-heure au plus. C'est un exercice sain qui élimine chez moi des toxines et me permet de rester svelte et de long souffle. Si tu veux être sérieux, mon fils, et bien te pénétrer de ses conseils, tu pourras devenir un grand rat et acquérir de la gloire. Pour l'instant, va jouer dans la cave avec tes jeunes frères et tes sœurs. Dans quelques jours, ton frère aîné t'emmènera aux tranchées. Ici,
La vie est chiche et presque misérable. La guerre des hommes, en détruisant nos greniers, nous oblige à vivre dans les champs avec les mulots nos cousins. Il faut accepter la volonté du Tout-Puissant. Ne te désole pas. Sous la clarté d'argent de la lune, je vois luire, derrière les fils de fer que les hommes ont tendus, les formes gonflées d'une corne d'abondance, d'où s'échappe jusqu'à l'infini une provende inépuisable. Je ne sais, à vrai dire, si des chiens, agents de liaison ou chasseurs de rats furent appelés aux honneurs sous une forme commémorative. Des chevaux de course eurent leur statue, mais je ne sais pas s'il existe une statue du cheval d'artillerie ou du mulet de mitrailleuse. Les pigeons, cependant, connurent cet honneur que la patrie reconnaissante décerne, dit-on, à ceux qui la défendirent. L'histoire du pigeon de Verdun est à peu près connue de tout le monde. Ce fut un des compagnons du commandant Raynal, et dans ses plumes truquées fut inséré le dernier message. À Verdun, vous pouvez voir un bas-relief qui glorifie l'humble pigeon. Les pigeons furent pour tous les soldats en lutte des auxiliaires précieux. Ils collaboraient au service des renseignements. Ils accompagnaient l'agent qu'un avion déposait dans les lignes ennemies, et bien des fois leurs renseignements furent utilisés profitablement. Oui, quand je me souviens de ces jours pourtant lointains où je courais à perte de souffle sur la route de Souville, entre deux éclatements d'obus, je ne peux m'empêcher de me rappeler les bêtes agonisantes dont la vue rendait l'homme odieux. Ces bêtes, ces malheureuses créatures protestaient par leur résignation même contre cette extraordinaire fureur de leur traditionnel berger. La défense de Verdun fut un enfer pour les chevaux, les chiens, les mulets au service de la défense et de l'attaque. Seuls, les très petits oiseaux chantaient sur les éclats de bois qui représentaient les arbres de vos chapitres. Certains d'entre eux, comme les martinets et les geais, imitaient à s'y méprendre le miaulement des balles. Pour eux, la vie gardait sa normale splendeur. Au cantonnement, les hommes se réunissaient souvent sans distinction de grade devant un feu, dans une maison usée lentement par la pluie inexorable. Quelquefois nous allions boire du vin chaud. On se retrouvait en se frottant les mains avec un frisson d'aise près du poêle. Il y avait là tous ceux de la brigade d'infanterie qui éprouvaient le besoin de parler d'autre chose et de se réincarner dans leur ancienne personnalité. Nous discutions le communiqué.
Les dernières nouvelles de Paris se centralisaient autour de la grande table ovale, et c'était terriblement curieux de nous voir, vivants vernis de boue argileuse, pénétrer avec fièvre dans un passé encore plus définitif, encore plus mort que tous les passés. Nous parlions d'art et de littérature. Ce cercle me semblait parfois comme une assemblée d'hommes délicats, décapités et conversant avec grâce dans ce remugle des choses disparues, émiettées. Il fallait se frapper le front pour faire jaillir des souvenirs qui n'étaient plus cependant des souvenirs d'enfance. Ainsi, Marie-Antoinette, dans le poème de Henri Heine, revient au milieu de sa cour. La grande maîtresse se tient là, rafraîchissant avec un éventail sa gorge blanche, et la tête lui faisant défaut, elle sourit avec le derrière. Il exista ainsi sur tout le front des popotes bienfaisantes. Elles étaient utiles car elles réconfortaient ceux qu'un excès de sensibilité ou d'imagination prédisposait à des épreuves supplémentaires. Ceux qui ne peuvent pas s'isoler du passé et de l'avenir souffrent plus que d'autres. Il n'y a qu'un remède au cafard dont la nocivité varie avec chacun, c'est de sombrer dans la fatigue physique. La guerre de mouvement, parfois épuisante, était aussi moins déprimante. La curiosité, le changement de décor, la présence de l'aventure ne laissaient guère à la pensée de se soucier d'autre chose que de la guerre. L'instinct de conservation, défensif et agressif, dominait tout. Cris de femmes, montant dans la nuit comme des flammes, ombres gigantesques des hulans qui se découpaient sur le mur bleu de lune d'un Ménil isolé, bourdonnement d'abeilles du petit peuple des bals aveugles, vrombissement des obus en voyage, et subitement l'affaissement général de tous les bruits de la guerre, le silence des hommes et des machines, cédant à la rumeur venue de la nature. Un crapaud siffle mélancolique sa note de cristal. Une chouette effarouchée par l'incendie d'une meule chuinte. Un chien pleure très loin, toujours à la limite de la réalité. Le rat et le corbeau se guettent, le vieux cerf sonne dans son corps, le chat-huant cherche ses lunettes, quant au renard, il fait le mort. L'écureuil casse des noisettes, le lièvre tremble dans ses ribouis, la fouine s'esquive à la sauvette, la hulotte appelle les souris. Le vent qui se morfond dans les plus hautes branches, s'en vient, s'en va, revient, serviteur de l'oubli. Où sont les lilas blancs des filles du dimanche et les tristes exploits des amants mal appris? Où sont les enfants de la rue, petits voyous de Paris, leur adolescence fichue dans les préjugés de minuit? Où est la fille de Sainte-Savine, chantant dans les goguettes en fleurs pour les soldats qui prédominent du premier bataillon de chasseurs? Le vent qui se morfond et qui miaule en sourdine
s'en vient, s'en va, afin de casser tout. Où sont vos beaux yeux gris, filles de Sainte-Savine, et vous, de Saint-André, où sont vos cheveux fous? Où sont les gailles du 60e, étripées au bord des chemins, dans une gerbe d'anathème, devant Fleury près de Verdun? Où est la vieille Bobinette, notre petit chien de Nancy, qui fut tué au bois d'Aix-Noulette et pleuré par tous ses amis? Le vent qui se morfond dans les fentes des portes ranime nos tourments et nous prend par la main. Il vient charger de tout ce qu'il emporte pour passer la soirée devant le poêle éteint. Il y aurait beaucoup à dire sur la préscience du soldat en face du danger, dans une atmosphère à peu près dépourvue de signes annonciateurs. En principe, rien ne fait prévoir que le danger concerne plus particulièrement un homme qu'un autre. Et pourtant, surtout dans les tranchées, il n'est pas rare qu'une catastrophe purement individuelle ne soit éliminée du destin d'un soldat protégé par un geste inconscient, mais opportun de sa part. On, soldat d'infanterie occupant sa place dans une tranchée de première ligne, est assis, le regard vague sur la banquette de tir. Il fume mélancoliquement une pipe mouillée et contemple sans les voir les quotidiens sacs de terre et l'abri à l'ouverture duquel pend une toile de tente en guenilles. On, tout en ayant l'oreille fine, est plongé dans une sorte de torpeur assez voisine de l'insensibilité. Il attend peut-être la soupe et les nouilles gelées. Il a froid sans avoir froid. Il est mal presque sans le savoir. Soudain, sans aucune raison, on se lève et sans se presser, les mains dans les moufles et le fusil à la bretelle, il se dirige vers un autre groupe qui, à quelques mètres de là, apprécie sans vaines paroles l'inertie provisoire de ceux d'en face. Soudain, un sifflement caractéristique déchire le ciel jusqu'alors apaisé dans un silence timide. On se planque, l'éclatement se produit, la fusée ronfle comme une toupie et s'abat telle une guêpe contre une vitre. Le calme renaît. C'est alors qu'un copain apparaît un peu essoufflé. Il aperçoit On et dit sa surprise et sa joie de le voir là sain et sauf. « Ah mon vieux, tu parles si tu es verni. Il y a un 77 qui vient juste d'éclater à la place que tu occupais quand je t'ai demandé l'heure. » Tout ce que l'on peut dire, sans essayer d'approfondir ce mystère, c'est que On est parti au moment même que l'artilleur ennemi s'apprêtait à expédier l'obus qui lui était destiné. La plupart des hommes qui vécurent minutieusement la vie des tranchées jusqu'à en posséder une connaissance presque métaphysique pourront vous conter une anecdote semblable, mais avec plus de détails. J'ai, pour ma part, observé que des corbeaux que je visais avec mon fusil, d'un endroit d'où ils ne pouvaient m'apercevoir, prenaient leur vol sous l'inspiration d'une télépathie bienveillante. Dans ma pensée, ces deux faits se confondent.
Au moins une fois dans ma vie, j'ai été aussi sensible qu'un corbeau devant les forces imbéciles qui voulaient me détruire. « 1933. Quelques kilomètres avant Verdun, la route de Bar-le-Duc pénètre dans la nationale. À partir de ce point de jonction, les bornes kilométriques sont casquées. Je me suis arrêté dans un petit village, Blaircourt, je crois, et sur la recommandation d'un écriteau, j'ai demandé l'omelette et le vin gris, le gros pain et le café léger arrosé d'alcool. L'auberge est une guinguette de guingois. Quelques tables à la terrasse sont abritées par une tonnelle de lades et de chèvrefeuilles. Il fait bon dans cette guinguette. Le soleil réchauffe, sans arrière-pensée, les os des vieux camarades de combat qui reviennent ici pour retrouver un passé difficile à revivre. Quand j'entrai dans le cabaret aux chèvrefeuilles, j'étais tout seul. À droite et à gauche, la route s'allongeait sans présence humaine. Quand soudain, à ma droite, un grand diable surgit à l'encoignure de la ferme voisine. Il était encore de chemise, des bandes moletières prolongeaient sa culotte cycliste de mi-saumure. Autour de son torse s'entrecroisaient les courroies d'un étui à jumelles et d'un appareil photographique. Il poussait devant soi une bicyclette chargée de 2 baluchons, l'un derrière la selle, l'autre sur le guidon. Il me salua de la main. C'était un grand brun tête nue, à longues moustaches et à cheveux frisés qui déjà grisonnaient par places. « Alors, c'est ici qu'on mange cette fameuse omelette ?» On s'empressa autour de lui. Il se déséquipa méthodiquement et roula une cigarette cependant que la patronne cuisait les œufs. L'homme me regarda. En hochant la tête, il dit « Cette année, je n'ai plus retrouvé l'emplacement de ma batterie. Tout est chanstiqué dans le paysage. Ces salauds-là ont fait une coupe de bois, alors ça change tout. Bientôt, ils construiront une maison à 6 étages sur l'emplacement de ma batterie. » « Le paysage se modifie, répondis-je. Ah, pas tant que cela. L'année dernière encore, tout était en ordre. J'ai passé 8 jours par là, dans les bois. » À ce moment, une grosse voiture s'arrêta dans un glissement distingué devant la guinguette où nous étions 2. Nous fûmes 4, car un gros homme assez grand, coiffé d'une casquette et vêtu d'un complet de bonne étoffe, descendit de l'auto.
Il fit signe à son chauffeur qui, tout de noir vêtu, montrait un visage maigre marqué d'une cicatrice livide. Le patron portait une moustache taillée court. Il parlait avec assurance, son accent était de Paris. Il s'assit à une table devant son chauffeur qui tournait le dos à la route. Ils prirent l'apéritif. L'homme au complet de tweed parlait haut. « Hein, Henri, disait-il, hein, nous laisserons tomber la rive gauche. On prendra tout de suite la route de Douaumont. » Le grand cycliste avait étalé à côté de son assiette une carte d'état-major usée et coupée. Il cherchait, tout en mastiquant son pain, un doigt posé sur la carte. À ce moment, nous levâmes la tête. Une voix joviale chantait « Du pain blanc, pour les repilés seulement !»« Salut au 26e !» fit le chauffeur de la belle voiture. Le nouveau venu était trapu et court sur pattes. Il souriait aimablement. Sa bonne tête rose, bien rasée, paraissait éclairée intérieurement. « Je vois, messieurs, que vous êtes encore en train de bien faire. » Il appela la servante d'une voix faussement jeune, une voix émouvante. « Hé, môme, allons, fis ça, du pinard et du saucisson en quantité industrielle. » Ces paroles sonnaient terriblement mal dans ce jour d'été qui ne parvenait pas à se rajeunir de 15 ans. « J'irai coucher ce soir dans les bois de Recicourt, dit le lecteur frisé de la carte d'état-major. Il y a là un abri qui est encore bon. Le temps de faire un peu le ménage, et je m'installe pour 8 jours. Je n'aurai plus la santé de le faire, dit le propriétaire de l'automobile. Quand je pense qu'en 1914, j'ai tiré une fois 45 kilomètres dans une journée, hein, et avec le chargement complet, les cartouches, le fusil et le reste. Je marche encore très bien, dit le rougeau du 26e. À 45 ans, je sème mon gosse aîné qui en a 18. C'est possible, répondit l'homme au complet de tweed. Quant à moi, j'ai dépassé la 50aine, et je ne peux pas m'empêcher de revenir ici tous les ans. Je ne le dis à personne, car on se foutrait de moi. En ce moment, tous mes amis croient que je suis à Juan-les-Pins. C'est comme pour moi, dit le chauffeur. Il y a 3 ans, je suis venu à Verdun pour revoir le bois de la Cayette. J'avais emmené ma femme et mon gosse. Ma femme n'était pas à prendre avec des pincettes. Nous nous sommes engueulés tout le temps, car elle avait bousillé ses bas de soie et ses souliers, que voulez-vous? Alors, l'année suivante, je suis revenu seul et j'ai fait la route à pied depuis Dugny jusqu'à Douaumont. Il faut vous dire que j'étais avec le commandant Nicolet de la Coloniale le jour de la reprise du fort. À vrai dire, on ne reconnaît plus très bien l'emplacement des tranchées. Nous nous mêlâmes tous à la conversation. En effet, on ne reconnaissait plus rien. La nature chanstiquait nos souvenirs et chacun, bien que le comprenant, hochait la tête avec amertume. La voix gaiement autoritaire du court fantassin quinquagénaire s'éleva de nouveau pour gourmander la servante. « Eh bien, fillette, et ce pinard de l'intendance, alors on laisse tomber ces anciens ?» Personne n'essaya de sourire. Ce n'était qu'une pauvre voix de souvenir. Je vais aller m'installer moi aussi pour quelques jours au ravin de la mort, comme l'année dernière. J'ai un abri dans les carrières d'Audremont. Je monte ma tente et je fais ma popote. « Quel ravin de la mort ?» demanda le cycliste frisé aux moustaches de Gaulois. « Le ravin de la mort, devant Bras. Le ravin de la mort, quoi. Monsieur, il y en a plus de 20 des ravins de la mort. »
Je veux dire, celui qui se trouve à 1500 mètres de Bras, en allant dans la direction de Douaumont. Alors, tous les ans, depuis 1924, je viens camper là, tout seul, pendant une semaine, comme vous, monsieur. La première fois, moi aussi, j'ai emmené mon fils. Il ne cessait de répéter « Papa, on s'en va ». Maintenant, je viens seul, je suis plus tranquille, et je pense ce que je veux, comme je le veux. Pour ça, j'en reviens à mon idée. Il faut être seul, opina le propriétaire de la grosse voiture. Autrefois, nous étions seuls. Il faut retrouver cette solitude incompréhensible, cette solitude collective, si l'on peut dire. Je coucherai ce soir à Verdun et j'irai à Vaud demain matin. « 1933. Aux abords de la ville fameuse, une agitation pittoresque signalait les faubourgs. Des compagnies de jeunes cyclistes belges et de motocyclistes allemands traînaient sur leurs machines de prodigieux bagages. Un autocar venant de Trèves s'arrêtait près de la porte chaussée. Il débarquait son contenu de touristes un peu ahuris devant les tours dont la silhouette est célèbre. Tous regardaient la Meuse, le ciel de Verdun et les collines désertes qui entourent la ville. Ces hommes et ces femmes dépaysés virent tout de suite que ces collines, malgré une tenace offensive de la nature, étaient des collines de terre morte. Sur les crêtes, à l'est, des cadavres anciens d'arbres suppliciés dressaient leurs misérables moignons vers le ciel chargé de pluie. Verdun, toute petite ville française, révélait à tous ses yeux le texte de sa monstrueuse chronique. Il y avait aussi un peu partout, dans le hall des grands hôtels et dans le salon provincial des plus modestes, des femmes en deuil qui parlaient en habituées. Vous me donnerez la chambre que j'avais l'année dernière. On va à Verdun une fois. On revient à Verdun. Il est impossible de se libérer de Verdun.